Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du Commodore 64. Aujourd'hui, ma vidéo sera consacrée à un programme écrit en BASIC par Michael Cassera, plus connu sous son pseudo Defiance Studio. Michael Cassera avait un site internet où il proposait un certain nombre de réflexions et de programmes écrits en BASIC et en langage machine également, n'oublions pas. Malheureusement, son site n'est plus accessible, alors j'en ignore la raison, mais vous pouvez quand même accéder au contenu de son site au travers de l'outil Wayback Machine Internet Archive et retrouver son programme en BASIC directement sur son site, mais également vous pourrez trouver une version écrite en langage machine. Son programme est très court et je vais m'efforcer de le détailler, de vous expliquer comment il fonctionne. Son programme met un certain temps à démarrer après l'instruction run. C'est normal, il y a toute une série de redéfinitions de caractères. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide sur le Commodore 64, comme chacun sait. Une fois que la redéfinition de caractères est effectuée, le programme procède à l'affichage du labyrinthe. D'abord le quadrillage, et ensuite les différentes routes et issues de ce labyrinthe. Alors comment est structuré son programme? Les premières lignes commencent par ces deux instructions POC 52,48 et ensuite POC 56,48. Ces deux adresses 52 et 56 sont des pointeurs d'adresse du BASIC. 56 est le pointeur de l'adresse de fin de la zone réservée au BASIC, en tout cas l'octet de poids fort du pointeur d'adresse de la fin de la zone réservée au BASIC, et 52 est l'octet de poids fort de l'adresse du début ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont écrites du haut de la mémoire vers le bas de la mémoire, contrairement aux autres variables du BASIC. Alors, comment on calcule ces adresses? Il suffit tout simplement de multiplier 48 par 256. 48 multiplié par 256, cela fait 12 288. Alors 12 288 en hexadécimal, ça fait 3000. Et puis ensuite, le programme se poursuit avec des définitions de variables. 53 248, 12 288 et 54 272. Alors d'abord 12 288, ça va être l'adresse qui va marquer la fin de la zone réservée au BASIC, qui a été modifiée au travers de ce pointeur à l'adresse 56, mais c'est également l'adresse à partir de laquelle les caractères redéfinis vont être logés. Maintenant, 53 248, c'est l'adresse en hexadécimal D000. C'est une adresse qui correspond aux entrées et sorties, ou selon le cas, ça peut être de la RAM, mais surtout ça peut être l'adresse de la ROM des caractères, la ROM qui contient les données des caractères. Le programme va aller accéder à cette ROM pour lire les données, les copier à l'adresse 12 288 et ensuite, une fois que les données ont été copiées, le programme va modifier une autre adresse en mémoire, on verra ça un peu plus tard dans le programme, pour que la puce VIC ne lise pas la ROM des données de caractères, mais aille à cette adresse 12 288 où auront été redéfinis les caractères.
Enfin, cette adresse 54272 va servir en quelque sorte d'adresse de base pour des modifications liées à la mémoire couleur. On verra ça un tout petit peu plus tard dans le programme. La ligne 148, on voit cette instruction POC 53272,29. 53272, c'est une adresse qui correspond à un registre de la puce VIC2. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'il faut faire, c'est surtout convertir cette adresse 29 en décimale en binaire. On remarque que les bits, c'est les bits 1 à 3, en quelque sorte, oui c'est ça, c'est les bits 1 à 3, à cette adresse correspondent à 110, 110. Si ces bits 1 à 3 ont cette valeur, 110, et bien à ce moment-là, cela veut dire que c'est en quelque sorte un pointeur donné à la puce VIC pour lui dire les données relatives aux caractères sont situées à partir de l'adresse 12288, c'est-à-dire 3000 en hexadécimal. Les bits 4 à 7 de cette adresse vont déterminer le pointeur, la valeur du pointeur vers la mémoire écran. Si la valeur de ce pointeur est de 1, à ce moment-là, la mémoire écran est située pour la puce VIC2 à l'adresse 1024 en décimale, c'est-à-dire 0400 en hexadécimal. Ensuite, la ligne 150, POC 56334, PIC 56334 AND 254, va désactiver le bit 0 à cette adresse 56334 qui correspond, c'est un registre qui contrôle le timer A de la puce CIA numéro 1 de la puce, la puce CIA du Commodore 64. Et le timer va être stoppé à ce moment-là, ce qui fait que la puce CIA ne va pas provoquer d'interruption. Ce qui est nécessaire, en fait, on est obligé au travers du basique d'avoir recours à cette interruption du timer, parce que sinon cela ne permettrait pas d'accéder, d'effectuer l'instruction suivante qui est à la ligne 160. Vous voyez, c'est POC 1,PIC 1, 1, 251. C'est une instruction qui va modifier le registre du processeur qui permet de modifier les bandes d'accès à la mémoire, les bandes d'accès, mais du point de vue du processeur. C'est-à-dire que le processeur, normalement, considère l'adresse, vous vous souvenez, des 000 en hexadécimal, c'est-à-dire 53 248, considère que c'est une adresse qui correspond par défaut aux entrées et sorties, c'est tout ce qui est contrôle de la vidéo, du son. Et bien, ce registre à l'adresse 1 va être modifié de telle sorte que le processeur pourra accéder à l'adresse 53 248, la partie de cette adresse qui correspond à la ROM de caractères, les données qui sont dans cette ROM de caractères. La mémoire du Commodore 64, je rappelle, est étagée à 3 étages. Ça peut être soit de la RAM, soit la ROM de caractères, soit les registres des entrées et sorties à cette adresse 53 248. La ligne 170 va procéder à une copie des données dans la ROM des caractères pour les placer, vous voyez, à l'adresse I plus NC
I plus NC, NC vous vous souvenez c'est 12288, donc les données de la ROM vont être copiées à partir de l'adresse 12288, mais on ne va copier que 2 kilooctets de caractères, c'est-à-dire pas copier l'intégralité de la ROM, le programme n'en a pas besoin. Ensuite, la ligne 180 va remettre les valeurs par défaut à l'adresse 1 pour que le processeur accède au registre des entrées et sorties et non plus à la ROM des caractères. Donc au travers de cette instruction POC 1,PIC1 OR4. La ligne 190, 50, vous voyez ce POC 56334,PIC 56334 OR 1 va remettre en route le timer A. La ligne 195 ne sert pas à grand chose, hormis à afficher les 16 caractères qui vont être redéfinis, qui vont servir à construire le labyrinthe. Ces 16 caractères sont constitués de barres à droite, à gauche ou en haut ou en bas, selon leur valeur. Alors vous pouvez avoir une seule barre, 2 barres, 3 barres ou 4 barres, selon le cas de figure. Et c'est à la ligne 200, vous voyez, for i égale 640 ou 767, with a, POC i plus nc, a, POC i plus nc plus 1024,255 moins a, 2.next i, qui va servir à copier les données définies de nos nouveaux caractères. Donc ces instructions vont copier à partir de l'adresse 12288 plus 640 à 767. Donc ces nouveaux caractères vont être copiés. Les données vont être copiées à ces adresses qui correspondent au code caractère de 80 à 95. La ligne ensuite 210 print CHR $147 va procéder à l'effacement de l'écran. La ligne 215, les deux instructions qui sont situées, vous voyez, POC 53280,6, POC 53281,6, vont servir à modifier la couleur de fond et la couleur de la bordure d'écran du Commodore 64. Les instructions aux lignes 220, 230, 240 vont servir à construire, afficher la base du labyrinthe, essentiellement au travers du code caractère 95 qui est constitué de 4 barres, une en haut, une en bas, une à droite et une à gauche. Mais également le code caractère 12, le code couleur numéro 12 qui va servir de couleur de ce labyrinthe. Vous voyez également qu'on utilisera les codes caractères 82, quoi d'autre également, que je me trompe pas, 88, 81 et 84. Pour les codes caractères, ça va correspondre à des caractères de barres redéfinis en barres en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça va faire le contour, en quelque sorte, du labyrinthe. Mais également, vous voyez, il y a une petite couleur différente. C'est la couleur 14 qui est placée pour le contour du labyrinthe. Ensuite, le programme aux lignes 260 et 270 va commencer à définir des éléments, des variables, puisque le labyrinthe n'obéit jamais au même tracé, c'est un tracé aléatoire. Vous voyez cette instruction Z égale RND entre parenthèses moins TI, c'est une instruction qui permet de... Alors quand RND, c'est une instruction du basique, et lorsque on y précise une valeur négative, eh bien cette valeur négative va servir de
de base pour alimenter les valeurs aléatoires. S'agissant ici, vous voyez, d'une référence à une valeur du timer, hein, du Commodore 64, c'est une valeur qui sera toujours différente. Donc on a vraiment des éléments aléatoires. Nous aurons des éléments aléatoires aussi bien pour définir la position en X, vous voyez, à la ligne 270, que pour définir la position en Y. Du curseur, d'un curseur potentiel virtuel, hein, qui va se déplacer au sein de ce labyrinthe pour le définir. Remarquez également cette adresse, enfin cette variable SS égale 49152, cela va correspondre à une pile stack en anglais où vont être sauvegardées les valeurs utilisées pour construire ce labyrinthe, en tout cas les valeurs en X et en Y de ce labyrinthe. Nous voyons ensuite à la ligne 275 cette instruction POC SS,X et ensuite POC SS plus 1,Y où les valeurs en X et en Y du labyrinthe, enfin du curseur qui va servir à définir le labyrinthe, qui sont sauvegardés, et le SS, la variable hein, de sauvegarde, est majoré de 2 puisqu'il y a 2 valeurs sauvegardées. En ligne 280, vous avez la position du curseur définie par la mémoire écran 1024 plus X et en plus Y fois 40. Et en ligne 285, vous avez la position en X et en Y, cette fois-ci dans la mémoire couleur qui est définie. Alors SB, c'est la valeur, vous savez, dans la mémoire écran, mais on va rajouter cette valeur CA qui permet de déterminer la mémoire couleur en fait. Hein. On ajoute la valeur CA à la valeur de la mémoire écran. Ensuite, en ligne 290, le programme va définir une chaîne de caractères nulle, en quelque sorte, qui est définie par DS, D plutôt $, et ensuite aux lignes 300, 310, 320, 330, le programme va vérifier en quelque sorte le code caractère obtenu en fonction de la valeur de la position hein, du curseur. Vous vous souvenez, défini par cette constante, enfin cette variable SB. Alors cette variable SB peut être majorée de 1 si le curseur s'est déplacé à droite. Elle peut être majorée de 40 si le curseur s'est déplacé en bas. Elle peut être minorée de 1 s'il s'est déplacé à gauche, ou minorée de 40 si le curseur s'est déplacé vers le haut. Et donc ces 4 lignes vont vérifier que le curseur s'est bien déplacé, le curseur virtuel s'est bien déplacé sur un code caractère 95. Et selon si c'est bien déplacé sur un code caractère 95, la chaîne de caractères DS est modifiée avec une lettre qui correspond au déplacement E pour East en anglais, S pour South en anglais, W pour West en anglais toujours, et N pour North en anglais. Bon, c'est à peu près la même chose en français. Et ensuite, le programme à la ligne 340 va définir une variable D en fonction de la longueur de cette chaîne de caractères. Donc si la chaîne de caractères correspond à une valeur 0, et bien à ce moment-là, il y a un petit souci, le programme doit procéder à une modification à la ligne 500. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi correspond cette ligne 500, mais grosso modo, le labyrinthe va procéder à un retour en arrière en lisant les positions X en Y qui ont été sauvegardées dans la pile
stack, vous savez, cette variable SS à l'adresse 49152. Ensuite, à la ligne 350, le programme va définir une nouvelle variable D2 qui c'est une valeur aléatoire, hein, alors cette valeur va être déterminée en fonction de la valeur de D, D étant la longueur de la chaîne de caractères, donc potentiellement on peut avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 éléments. Et ensuite, une autre variable, $m est définie. C'est une variable de chaîne de caractères qui va sélectionner dans la chaîne de caractères DS, au milieu, hein, mid, vous voyez cette instruction, en fonction de la valeur aléatoire obtenue de D2, va sélectionner une des 4 lettres potentielles qui est, vous savez, N, S, E ou W. Donc on voit aux lignes 360, 370, 380, 390 le résultat de ce choix aléatoire, ça peut être N, S, E ou W, et en fonction de ce choix, la valeur en X et en Y peut être modifiée. Donc pour N, vous voyez, c'est nord, donc le haut, Y à ce moment-là est diminué de 1. Si c'est le bas pour S, south, à ce moment-là, Y est majoré de 1. Si c'est à droite, east, eh bien à ce moment-là, X est majoré de 1. Si c'est à gauche, à ce moment-là, ouest, eh bien X est diminué de 1. Remarquez également la présence de 3 types de variables, CP, NP et SD. Commençons par la plus simple, SD. Eh bien, SD va correspondre à l'ajout, en quelque sorte, ou la diminution apportée à la position du curseur, hein, virtuel. Voyons que si la position Y est diminuée de 1, à ce moment-là, dans la mémoire écran, ça correspond à une diminution de 40. Si Y est majoré de 1, c'est un ajout de 40. Et si c'est en X un ajout de 1 à ce moment-là, dans la mémoire écran, cela correspond à un ajout de 1. Si c'est une diminution en X de 1, et bien à ce moment-là, ça correspond dans la mémoire écran à une diminution de 1. Et maintenant, à quoi correspondent ces variables CP et NP? Vous voyez que ces variables peuvent avoir, selon la position du curseur, une valeur différente, 8, 2, 1 ou 4. CP correspond à la valeur où le curseur virtuel se trouve et NP, c'est la valeur où il a vocation à se déplacer. Ces valeurs, en fait, correspondent au bit d'un octet, hein, qui sera affecté en fonction du déplacement de ce curseur. Vous voyez, la valeur 1, c'est le bit 0, 2, ce sera le bit 1, 4, c'est le bit 2, et 8, c'est le bit 3. Donc, selon le déplacement du curseur, le labyrinthe, hein, qui est composé, vous savez, d'un quadrillage de murs, hein, sur 4 façades, hein, à droite, à gauche, en haut, en bas, eh bien, ces murs vont disparaître au fur et à mesure que le curseur se déplace, et en fonction de sa position où il se trouve et de la position où il va se déplacer. Donc si le curseur se déplace, par exemple, on va prendre la première ligne, hein, il se déplace en haut, vers le haut, la position Y est à ce moment-là diminuée de 1. Sur la case où se trouve le curseur, nous voyons que c'est le bit 3 qui va être affecté, et sur la case suivante où il va se déplacer, c'est le bit 1. Eh bien, s'il se déplace cette fois-ci vers le bas, sur la case où il se trouve, ça va être le bit 1 qui va être affecté, donc supprimé. Et s'il se déplace, dans la case où il va se déplacer, ce sera le bit 3.
Donc à chaque fois que le curseur virtuel se déplace, eh bien cela supprime dans cette matrice qui a été créée, cette matrice de cases qui a comme 4 côtés, 4 murs, eh bien ça va supprimer une partie de mur sur 2 cases. Voilà. On va prendre un autre exemple. Si le curseur se déplace cette fois-ci en X uniquement et pas en Y, eh bien voyons que c'est le bit 0 qui est affecté ou le bit 2 selon le cas de figure. Aux lignes 400, 410 et 420, le programme va aller rechercher la valeur des codes caractères où se trouve le curseur virtuel et également la valeur du code caractère où le curseur a vocation à se déplacer pour modifier le bit affecté selon l'opération que j'ai décrite précédemment. Un seul bit de chacune des 2 cases a vocation à être affecté et il va correspondre à un des 4 murs qui seront effacés. Donc ça va être le mur en haut, en bas, à droite ou à gauche. Une fois que les murs ont été effacés des cases, le programme effectue une boucle et revient à la ligne 275. En ligne 500, nous voyons que à partir de la ligne 510, qu'est-ce qui se passe? Le programme modifie cette variable SS en la diminuant de 2 jusqu'à ce qu'elle soit égale à 49 152. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la pile a été entièrement examinée et le programme peut s'arrêter. Au travers de ces instructions x égale pic ss et y égale pic ss plus 1, le programme va réaffecter aux valeurs, aux variables x et y, les valeurs qui ont été sauvegardées dans cette pile, et le programme revient à l'adresse 280 pour refaire un tour de piste, c'est-à-dire que le curseur virtuel s'est déplacé d'un cran en arrière, d'une valeur en arrière, et revient à l'adresse 280 où il va à nouveau vérifier si il peut aller rechercher un code de valeur 95, et si ce n'est pas le cas, eh bien il va remonter la pile, les valeurs sauvegardées sur la pile jusqu'à ce qu'il trouve une issue dans ce labyrinthe. À partir des lignes 600, le programme va terminer le labyrinthe. D'abord en redéfinissant les variables x et y qui vont servir à déterminer cette position du curseur définie par une variable SB en ligne 604. Et en ligne 605, c'est une instruction, vous voyez, POC SB plus CA, PIC SB plus CA plus 1 qui va modifier la couleur du dernier caractère. Ensuite, en ligne 610 et 615, 4 variables sont définies, S1, S2, E1, E2. Alors S1 d'abord, c'est un élément, vous voyez, de variables aléatoires, E1 également, et ça va servir de base à définir ces variables S2 et E2 qui vont correspondre à des adresses en 1024 plus 1 ou 1024 plus 38. Donc ce sont des éléments du labyrinthe situés à gauche ou à droite, et ça va servir à définir l'ouverture et la sortie du labyrinthe. S, ça correspond à Start, et E pour End. On voit aux lignes 618-619, vous avez les instructions qui vont permettre de modifier les murs du labyrinthe. En fait, le programme, avec cette première instruction,
vous voyez POC 2, pic S2 moins 80, 1 251 plus 80 va aller, et ensuite POC 2 moins 1,80. Alors POC 2 moins 1,80, ça va effacer le contour, mais l'instruction avant POC 2, pic S2 moins 81 251 plus 80, cette instruction va effacer le code caractère, va effacer le dernier mur du code caractère alors c'est que je me trompe pas, c'est la sortie S2, oui c'est ça, c'est la sortie du labyrinthe, donc en plus 38, c'est la sortie va être située donc à droite et l'entrée est à gauche, et vous avez exactement la même instruction en ligne 219. Ensuite en ligne 620, le programme effectue une boucle d'attente. En ligne 630, il procède, vous voyez, avec cette instruction Z égale FRE entre parenthèses 0. Ça va, en anglais on appelle ça le garbage collection. C'est une instruction qui va nettoyer la zone de la mémoire liée aux variables, qui sont le basique malheureusement occupe beaucoup, enfin la zone du basique, la zone réservée au basique est malheureusement souvent encombrée par les variables. Donc cette instruction va procéder à un nettoyage de la zone occupée par les variables. Et enfin, en ligne 640, vous avez une instruction goTo215, c'est-à-dire que le programme revient à son origine, c'est une boucle qui relance le programme en basique. Enfin, le programme se termine avec une série d'instructions data qui vont définir les données relatives au code caractère utilisé pour afficher ce labyrinthe. Donc ça commence par le code caractère correspondant à une valeur nulle, il n'y a rien. Ensuite, c'est le code caractère qui va définir un mur à droite, un mur en bas. Ensuite, un mur en bas avec un mur à droite, etc., etc. Et vous avez 16 caractères ainsi définis. Voilà pour l'explication du code écrit en basique de ce programme qui permet de réaliser ce labyrinthe écrit par Michael Cassera. C'est très astucieux, je trouve. C'est plutôt bien fait parce que c'est court aussi, relativement lisible, je trouve également. Alors dans une prochaine vidéo, sans doute, je vous proposerai une version écrite en assembleur, une version écrite par mes soins, c'est ma version. Michael Cassera a fait également une version écrite en assembleur qui est efficace, qui fonctionne très bien, mais que j'ai trouvé peut-être un peu trop sophistiqué. J'ai essayé de faire quelque chose de plus court. J'aime bien, je dois avouer que j'aime bien je suis un peu fainéant, donc j'aime bien les versions épurées, peut-être un petit peu plus simples, plus courtes, mais sa version fonctionne très bien, que vous pourrez retrouver au travers de l'outil Wayback Machine Internet Archive sur la copie de son site qui malheureusement a disparu. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.